« Courez !» fut la dernière chose que j'entendis du vieux chasseur. Un instant plus tard, son corps disparaissait dans l'obscurité totale. Les loups ne chassent pas en hiver dans ces régions, mais ce que j'ai vu ensuite m'a fait douter qu'il s'agissait bien de loups. Depuis 20 ans, j'enseigne aux gens à survivre dans les conditions les plus difficiles et j'entraîne les forces spéciales. Je m'appelle Alexander Nevet et, il y a 7 ans, j'ai quitté l'armée pour devenir garde-chasse ici, dans les montagnes de la chaîne de Stanovi. Je pensais en avoir assez vu et que plus rien ne me surprendrait. J'avais tort. Cette année-là, l'hiver est arrivé tôt. Les gelées atteignaient déjà moins 40 degrés au début du mois de décembre. Les habitants étaient inquiets, une vague de froid aussi précoce ne s'était pas produite depuis plus de 30 ans. Les vieux Evanki étaient particulièrement inquiets. Ils disaient que lorsque de telles gelées arrivent, quelque chose d'ancien dans la taïga se réveille. Leurs paroles étaient empreintes d'une véritable peur. Ils ont cessé de se rendre dans la forêt et ont interdit à leurs enfants de s'approcher des anciens sentiers de chasse. Même les chasseurs expérimentés, qui se moquaient habituellement des « histoires de grand-père », s'efforçaient désormais de ne pas s'enfoncer plus profondément dans les fourrés. Et je ne croyais pas aux présages ou aux légendes. Je ne croyais qu'en ce que je voyais de mes propres yeux. Jusqu'au jour où tout a changé. Le 7 décembre de l'année 97. Je me souviendrai toujours de ce jour. Il était environ 4 heures de l'après-midi, mais le soleil était presque couché. Il fait nuit tôt dans notre région en hiver. Un silence inhabituel régnait dans la taïga. Avec de telles gelées, aux alentours de moins 43 degrés, même la respiration se fige dans l'air. D'habitude, à cette époque, on entend au moins le croassement des corbeaux ou les coups des pics. Mais pas ce jour-là. Je revenais d'une promenade autour de ma propriété lorsque j'ai remarqué les premières traces étranges. Des traces de loups, mais pas les bonnes. Trop profondes, comme si les animaux étaient devenus 2 fois plus lourds. Et ils ne marchaient pas droit, comme les loups le font habituellement, mais en zigzags étranges, comme s'ils cherchaient quelque chose. Parfois, les traces s'interrompaient, puis repartaient. Ce n'est pas ainsi que les loups chassent. Les traces menaient à une cabane de chasse abandonnée, celle-là même que les habitants préféraient taire. Un vieil Evank avait un jour mentionné que des rituels s'y déroulaient, mais il avait rapidement étouffé la conversation. La hutte était à environ 300 mètres quand j'ai entendu le premier hurlement. C'était différent. Au fil des années de travail dans la taïga, j'avais appris à distinguer les voix des loups. Il y a des hurlements de chasse, des hurlements d'appel, des hurlements d'avertissement. Mais celle-ci était très particulière. On y entendait quelque chose d'ancien, de presque humain. Soudain, mon regard a été attiré par d'étranges marques sur les arbres. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un ombrage ordinaire, des marques que les chasseurs utilisent pour marquer leurs pistes. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'elles étaient vieilles, très vieilles. Certains avaient de plus de 100 ans. Et elles étaient disposées de façon étrange, comme si elles suivaient un certain schéma. Je n'ai pas vu la cabane tout de suite, car elle se confondait avec la forêt dans le crépuscule. La porte était entr'ouverte, bien que je me souvienne que je l'avais verrouillée la dernière fois. Sur une vieille table reposait un journal intime en piteux état. Je n'en avais pas vu depuis longtemps, relié en cuir, page jaunie par le temps. Je l'ai ouvert, les entrées étaient en Evanki, mais il y avait quelque chose entre les pages. Une vieille photographie. Elle montre un groupe de chasseurs, manifestement prises ici, près de cette hutte. La date au dos est 1967, et derrière les hommes, dans l'ombre des arbres. Quelles sont ces silhouettes sombres? Les hurlements reviennent, plus près, beaucoup plus près. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis figé. À l'orée de la forêt, à 50 mètres de la cabane, se tenait un homme. Grand, aux cheveux gris, vêtu d'une vieille veste de chasse. Il a lentement levé la main et m'a fait signe de venir vers lui. « Je pensais que tu ne viendrais pas », dit-il dans un russe limpide alors que je m'approchais. « Je t'attends depuis 3 jours. Ils seront bientôt de retour. Il faut se dépêcher. »« Qui revient ?» demandai-je, mais à ce moment-là, dans son dos, des loups commencèrent à sortir du fourré. 1, 2, 3, j'ai compté 8 paires d'yeux brûlants. « Courez !» cria le vieil homme en le poussant à sortir du fourré. Cria le vieil homme en me poussant sur le côté. Un instant plus tard, sa silhouette disparut dans l'obscurité grandissante, et le hurlement devenait de plus en plus fort, et je pouvais maintenant entendre des mots anciens dans une langue que personne ne connaissait aujourd'hui. J'ai couru jusqu'à la guérite sans me retourner. Ce n'est que là,
lorsque j'ai verrouillé la porte et fait fondre la cuisinière, que j'ai commencé à réaliser ce qui s'était passé. J'avais encore dans ma poche le journal que j'avais pris dans la cabane. Mes mains tremblaient en ouvrant les pages jaunies. La plupart des entrées étaient en evanki, mais certaines pages contenaient des notes en russe. Une entrée en particulier a attiré mon attention. Elle était datée de décembre 1967. Depuis le 3e jour, nous observons le comportement étrange des loups. Ils se rassemblent en meute de 8. Les vieux disent que c'est un signe. Ouglanak arrive, nous devons partir d'ici. Le texte s'est arrêté. J'ai sorti la photo que j'avais trouvée entre les pages. À la lumière de la lampe à paraffine, les silhouettes sombres dans le dos des chasseurs étaient plus nettes. C'étaient des loups. Ils se tenaient là, à l'ombre des arbres, regardant droit dans l'objectif. Le matin, je suis allé au village. Pendant la nuit, les congères m'essabogeaient m'étaient tombés sur les genoux et le gel n'avait fait que s'intensifier. La fumée du poêle montait en colonne dans le ciel, signe que le froid allait continuer. Il fallait parler aux vieux Evenki. Mais leurs maisons sont vides. Les 5 familles semblent avoir disparu. Leurs maisons avaient l'air abandonnées. Cuisinières froides, neige intacte sur les porches, volets fermés. Par une telle gelée, elles devaient être chauffées en permanence. Elles devaient donc être parties depuis au moins 24 heures. Seule Madame Maria, la plus ancienne habitante du village, était encore là. J'ai reconnu sa cabane à la fumée bleue qui s'échappait de la cheminée. Elle la chauffait toujours avec des herbes spéciales qu'elle ramassait en été. L'intérieur sentait le bois et l'amertume. La vieille femme était assise près de la cuisinière et examinait des fagots d'écorce de bouleau. Autour de son cou pendait un médaillon noirci par le temps, exactement le même motif que j'avais vu sur les branches dans la forêt. « Ils sont partis, dit-elle, sans même s'étonner de mon arrivée. Ils sont partis dans les montagnes. Ils savent qu'il est temps. »« Quelle heure ?»« Ouglanak approche. Une grande fête. Ancien. » Elle resta silencieuse un moment, m'examinant attentivement. Ses yeux, décolorés par l'âge, étaient soudain vifs et attentifs. « Tu devrais partir, toi aussi. » Avant qu'ils ne te choisissent comme prochain, qui sont-ils ? Au lieu de répondre, elle me tendit une vieille boîte en écorce de bouleau. Elle sentait la fumée et quelque chose d'autre, une odeur d'herbe inconnue. À l'intérieur se trouvait un médaillon, noirci par le temps et gravé d'un motif semblable aux ombres des arbres. Au dos, des symboles à peine discernables étaient visibles. Mon grand-père le portait, le dernier chaman de notre région. Il a été traîné dans les bois par des loups cette nuit-là. Tout comme votre connaissance d'hier, j'ai eu froid. Comment sais-tu pour hier ? Elle a souri. Je sais, et je sais pour les 8 loups. Et je sais aussi ce qu'il y a dans le journal. Ils font toujours ça. D'abord ils montrent le journal, puis... Elle n'a pas eu le temps de terminer. On frappa à la porte si fort que les vitres des fenêtres tremblèrent. Un jeune chasseur, Greg, pâle comme la mort, la barbe gelée, se tenait sur le pas de la porte. « Alexander Nevet, on vous demande de venir d'urgence à l'Ancien Cordon. Vous ne croirez pas ce qui s'y est passé. » L'Ancien Cordon se trouvait à 15 km du village. Grégom et moi avons mis 1 heure pour nous y rendre en motoneige. Pendant tout le trajet, il est resté silencieux, et ce n'est qu'au dernier kilomètre qu'il s'est retourné et a crié dans le rugissement du moteur. « Là, Stéphane, il a trouvé quelque chose dans les bois. Il a trouvé quelque chose dans les bois. » Stéphane était notre forestier depuis une 30aine d'années. Je ne l'avais jamais vu aussi pâle qu'à ce moment-là. Il était assis sur le porche du cordon, un thermos de thé à la main, et regardait quelque part dans les bois. « Allons-y, dit-il en guise de salut. Vous devrez voir par vous-même. » Nous avons marché dans la neige épaisse pendant environ une demi-heure. Le gel s'intensifiait, le thermomètre de ma montre indiquait -45. Enfin, Stéphane s'est arrêté et a montré silencieusement du doigt la route à suivre. Au début, je ne me suis pas rendu compte de ce qui n'allait pas. Puis j'ai vu. Les arbres. Ils étaient tous couverts d'épines, des centaines d'épines. Ils formaient un immense cercle de plus d'1 kilomètre de diamètre. À certains endroits, l'écorce n'avait été arrachée que récemment. La résine n'avait pas encore eu le temps de geler. Mais le pire se trouvait au centre du cercle. Il y avait 8 peaux de loup, vieilles, presque pourries. Elles étaient disposées d'une manière particulière, des faisceaux partant du centre comme les rayons d'une roue. La neige autour d'elles était intacte, sans la moindre trace, comme si quelqu'un les avait déposées en l'air. Dans la faible lumière de l'hiver, j'ai remarqué que chaque pelage était d'une couleur différente, allant du presque blanc au noir charbon. Mais le plus effrayant se trouvait au centre du cercle. Là, figé dans la glace, se trouvait un médaillon, exactement comme celui que Madame Maria nous avait montré.
Nous le regardons tous les trois en silence, hésitant à nous approcher. L'air ici semblait épais, lourd, comme si l'atmosphère elle-même s'était épaissie sur le lieu. Stéphane sortit une enveloppe minable d'une poche intérieure. Ses mains tremblent, visiblement. « Tu te souviens du vieil homme qui a été traîné par les loups hier ? Je l'ai trouvé dans sa cabane. La photo est datée de 1937. J'ai pris la photo. Elle avait jauni avec le temps, les bords étaient effilochés, mais l'image était encore claire. Elle montrait la même clairière, le même cercle d'ombre, et les mêmes 8 peaux de loup disposées exactement de la même façon. Même les couleurs des peaux étaient identiques, du blanc au noir. Au dos, une inscription à l'encre délavée, Ouglanak. Le cercle se refermera dans 60 ans. Alexandre, dit Stéphana d'une voix tremblante. Aujourd'hui, cela fait exactement 60 ans que cette photo a été prise. Regarde la date. J'ai retourné la photo. 13 décembre 1937. Un autre coup d'œil à l'horloge, 13 décembre 1997. C'est à ce moment-là qu'une rafale de vent glacial a traversé la clairière, soulevant une poussière de neige piquante dans l'air. Quelque part au loin, on entendit le hurlement d'un loup. Mais à présent, j'entendais les mots d'une langue ancienne, et j'ai enfin compris ce qu'ils signifiaient. Nous devons partir d'ici. Maintenant, me dit Stéphane en tirant sur ma manche. Mais lorsque nous sommes retournés au motoneige, les moteurs refusèrent de démarrer. Apparemment, le froid extrême avait épaissi le carburant. Nous étions seuls, à 15 km du village, au milieu de ce cercle terrible. La température continue de baisser, le ciel se couvre de gros nuages. L'orage commence. Greg essaie le premier à remarquer leur approche. « Regarde, dit-il en chuchotant. Des loups commençaient à sortir de la forêt. Pas comme les prédateurs le font habituellement, en se faufilant, en se préparant à attaquer. Non. Ils sortaient calmement, avec confiance. 8 loups de couleurs différentes, du gris clair au presque noir. Exactement comme les peaux, chuchota Stéphane. Ils nous entourent. Les loups se mirent en cercle. Leurs yeux reflétaient la faible lumière de la journée d'hiver, des lumières jaunes dans le crépuscule qui s'épaississait. Le chef, un grand loup noir, s'avança. Il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement, qui ne ressemblait pas à celui d'un animal. On aurait dit qu'il nous jaugeait, qu'il nous choisissait. Les loups n'ont pas attaqué. Ils sont restés là, nous entourant d'un cercle serré. À ce moment-là, je me suis souvenu des paroles du vieil homme avant qu'il ne meure. Il essayait de me parler de choix, de sacrifice. Le médaillon dans ma poche me semblait lourd. Nous n'avons qu'une seule arme, chuchote Stéphane en levant lentement sa carabine. 5 cartouches. Ne tire pas, j'ai posé ma main sur son épaule. Regarde-les, il ne se prépara pas à attaquer. Et c'était vrai. Les loups étaient immobiles. Seul le chef se déplaçait lentement en cercle, comme s'il cherchait quelque chose, ou choisissait sa proie. Le blizzard s'intensifiait, la neige leur brouillait les yeux. Le hurlement du vent avait des notes étranges, comme une chanson ancienne. J'ai fait un pas en avant. Quelque chose me disait que je devais montrer le médaillon. « Alexandre, non !» cria Stéphane, mais je l'avais déjà sorti de ma poche. Le meneur s'est arrêté. L'instant d'après, quelque chose de sombre s'est précipité sur moi. Un coup, de la neige sur mon visage, une douleur aiguë. J'ai entendu le coup de feu de Stéphana, le cri de Gréga. Le loup a fait un bond en arrière, laissant des gouttelettes sombres dans la neige. Un deuxième coup de feu a résonné dans la taïga. La meute a reculé dans l'obscurité, mais ne s'est pas enfuie. Nous pouvions voir leurs yeux entre les arbres. Ils attendaient. Toute la nuit, nous sommes restés assis autour du feu, construit à la hâte, à écouter leurs hurlements. À l'aube, les chasseurs nous ont trouvés. La fumée du feu avait été repérée. Les blessures n'étaient pas trop graves, juste quelques égratignures profondes. Mais il y a des choses que je n'ai jamais dites à personne. La façon dont le chef m'a regardé dans les yeux avant d'attaquer, il y avait quelque chose d'effroyablement significatif dans son regard. Et le médaillon qui a disparu cette nuit-là. On dit que tous les chiens du village ont hurlé cette nuit-là. Et ils ont trouvé d'étranges empreintes de pas dans la neige autour de l'ancien cordon, si profondes qu'on aurait dit que les loups étaient 2 fois plus lourds que d'habitude. Stéphane dit qu'il ne se souvient de rien. Mais je pense qu'il a peur de parler de ce qui s'est passé. Greg n'en pouvait plus. Il a démissionné et a quitté le village, et moi. Je suis resté. Quelqu'un doit assurer la sécurité de la taïga, et quand j'entends un loup hurler, je ne peux pas m'empêcher de compter les voix. Il y en a toujours 8, et chaque année, au début du mois de décembre, je vérifie les vieilles ombres des arbres pour voir s'il y a de nouveaux signes. Beaucoup de choses ont changé depuis cette nuit-là.
Madame Maria a disparu du village. On dit qu'elle est allée chez ses parents dans un autre quartier. Greg n'en pouvait plus et a déménagé quelque part dans le sud. Et Stéphane. Il travaille toujours au service des forêts, mais il ne va plus dans ce carré de bois. Je me demande souvent ce qui s'est réellement passé. Peut-être s'agit-il d'une coïncidence, les peaux de loup, les vieilles photos, le comportement étrange des animaux. Mais pourquoi 8 loups? Pourquoi se comportaient-ils de manière si anormale? Et qu'est-il arrivé au vieil homme qu'ils ont traîné dans les bois? Le médaillon n'a jamais été retrouvé. Les trouées dans les arbres se couvrent lentement d'écorce, mais j'ai parfois l'impression que de nouvelles trouées apparaissent. Ou s'agit-il simplement d'un jeu d'imagination? Les évêques locaux ne sont revenus au village qu'au bout d'un mois. Ils répondent évasivement à toutes les questions, mais je les vois furtivement baptisés lorsqu'ils passent dans cette clairière. Mais les évêques ne sont pas chrétiens. Peut-être que tous ces événements ne sont que d'étranges comportements animaux provoqués par des facteurs naturels, ou bien la taïga garde vraiment d'anciens secrets dans lesquels il vaut mieux ne pas s'immiscer. Ici, je suis toujours garde-chasse, et lorsque j'entends un loup hurler, j'écoute involontairement. Combien de voix? Et à chaque fois, j'espère pouvoir compter sur un autre nombre, mais pas 8. Mes amis, je serais heureux d'entendre votre avis sur ce qui s'est réellement passé dans la taïga. Peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré ou entendu parler de ces phénomènes inexplicables. Que peut bien signifier l'ombrage des arbres? Et pourquoi les loups se sont-ils rassemblés par groupes de 8? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et pour ne pas manquer de nouvelles histoires, abonnez-vous à la chaîne et allumez la cloche. Rendez-vous dans les prochains épisodes. Qui sait quels autres secrets la taïga illimitée garde?